bien évidemment de couper vos micros pendant la présentation. Vous avez le fil de conversation pour poser toutes vos questions. Et bien sûr, on y répondra au fur et à mesure. Et si on n'y répond pas, bien sûr, à la fin de la présentation. Je vous indique également que nous souhaitons enregistrer cette présentation pour que les personnes ne pouvant pas y assister ce soir puissent la visionner ultérieurement. Donc, si vous souhaitez poser une question en fin de présentation de vive voix et que vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à laisser votre caméra éteinte. Eh bien, c'est à toi, Arnaud. Je te Oui, laisse merci beaucoup, Natacha. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être là avec vous. Alors, comme Natacha vous l'a expliqué, effectivement, je suis plutôt en charge des problématiques d'accompagnement à l'orientation pour tous les jeunes. Et mon rôle souvent est d'aller vous rencontrer dans les lycées. Depuis 2 ans, ça devient compliqué, vous le savez, avec cette fameuse pandémie qui a annulé beaucoup de forums malheureusement dans les lycées, beaucoup de salons aussi. Donc on a décidé aujourd'hui, avec les écoles du campus de Lyon, de venir à votre devant et de vous apporter quelques éclaircissements sur un univers qui change beaucoup, qui n'est pas toujours simple et pour lequel vous n'êtes pas toujours forcément accompagné comme vous le souhaiteriez. Donc on va essayer ce soir de vous donner les principales clés. Alors évidemment, le timing est un peu tendu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je pourrais passer des heures avec vous, mais on va quand même vous laisser aussi la possibilité de poser des questions. Donc je vais essayer, sur certaines parties, je serai peut-être plus rapide que sur d'autres, mais si c'est pas clair, on y reviendra par la suite. Je passerai un peu plus de temps sur des problématiques que je sais très importantes aussi bien pour vous que pour vos parents, et puis surtout sur la partie Parcoursup, parce qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la plateforme et que tout le monde n'est pas forcément bien au courant de comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, je vais commencer par effectivement vous présenter le schéma des études après le bac. Je reviendrai par la suite sur la partie bac et ses nouveautés, mais je le ferai plutôt en fin de parcours et je vous expliquerai pourquoi. Et le premier slide que j'ai l'habitude de présenter, c'est plutôt celui qui justement fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure, la problématique de l'orientation. Je pense que vous en êtes conscient. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour cette raison-là. Vous voyez que les chiffres sont assez édifiants. Il y a des enquêtes qui sont faites tous les ans et sur la plateforme Parcoursup dont je vous parlais il y a quelques instants, il y a quand même 20% des candidats qui sont dans une situation de réorientation. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons ou qui répondaient pas à leurs aspirations pour différentes raisons. On les évoquera tout à l'heure. 20% des jeunes disent qu'ils n'ont pas eu le choix de l'orientation. Ça veut dire que c'est des parents qui, et je me tourne vers eux en leur disant, pensez aussi que le système éducatif a quand même bien changé aujourd'hui et que il faut qu'un jeune choisisse une formation par rapport à ses aspirations et ses compétences. On y reviendra tout à l'heure sur les dispositifs d'accompagnement que l'on propose, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. 40% des lycéens font du coup des choix très tardifs. Alors ça s'explique par le fait que dans les lycées, il n'y a pas forcément de responsables dédiés à l'orientation. Souvent, c'est les professeurs principaux, des CPE, qui n'ont pas toujours le temps de vous accompagner comme il le faut. Des fois, ce sont des psyN, des gens qui viennent des CIO et qui connaissent plus le public que le privé et qui sont là qu'à temps partiel aussi dans les lycées, donc ça ne vous aide pas beaucoup non plus. Et puis 50% des jeunes déclarent du coup ne pas avoir été bien accompagnés dans leur projet. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est ce qu'on veut éviter ce soir en essayant de vous en donner les clés. Alors, le schéma des études en France, il n'est pas très compliqué. C'est un système un petit peu normalisé en Europe, puisque c'est le système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, qui fonctionne sous forme de crédit. Donc, que vous alliez en université, que vous soyez dans des formations issues du lycée, je pense notamment au BTS, au prépa, ou dans les écoles dites post-bac, le système est le même. Ce sont des crédits accordés par année, même par semestre maintenant, puisque une année c'est 60 crédits, un semestre c'est 30 crédits, et qu'à partir du moment où vous avez validé ces crédits, ça vous permet effectivement d'aller poursuivre vos études dans une autre de ces voies-là, pour peu que ça ait été validé. Alors, la grande majorité des jeunes vont vers l'université, et tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi. Dans le système universitaire, aujourd'hui, vous avez effectivement la licence, donc en 3 années, L1, L2, L3, qui délivre donc à la sortie donc une licence qui est un diplôme du public, un bac plus 3, l'équivalent étant dans les écoles privées, c'est ce que vous voyez, le bachelor. Et puis dans les universités, vous avez aussi ce qui était à l'époque le DUT, qui était poursuivi par une licence professionnelle, que l'éducation nationale a décidé de passer en 3 ans, parce que
pour ne rien vous cacher, un bac plus 2 aujourd'hui, sur le marché du travail, ça n'a aucune valeur. C'était valable il y a une certaine époque. Aujourd'hui, un bac plus 2, c'est plutôt une transition pour donner le temps de réfléchir et de poursuivre ses études. Donc l'Éducation nationale a décidé, le DUT plus la licence devient maintenant un bachelor universitaire de technologie. Dans les lycées, vous y trouvez des BTS, bien sûr, que vous trouvez aussi dans les écoles privées. C'est le cas aussi au sein du groupe IGS, puisque nous avons aussi nos propres BTS, ou alors des prépas en 2 ans qui vous permettent d'accéder après ce qu'on appelle des grandes écoles. La grande majorité des formations, vous les trouvez souvent dans les écoles dites post-bac, donc on peut intégrer directement une fois qu'on a ce précieux sésame, et là, dans un parcours qui est un peu similaire, en 2 ans, en 3 ans ou en 5 ans. Donc BTS, bachelor, qui est l'équivalent de la licence, master, qui est l'équivalent du master en université. Voilà, je ne m'appesantis pas trop là-dessus. S'il y a des questions là-dessus, on y reviendra. Et il y a des passerelles possibles d'un système à l'autre, bien évidemment. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on a fait un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4, on peut intégrer l'année supérieure dans un autre des autres systèmes pour peu qu'on ait validé les crédits dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une chose qui se développe aussi en France aujourd'hui, qui, en tout cas, qui marche très bien aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, c'est l'année de césure. Certains jeunes décident plutôt que de faire un mauvais choix, de prendre une année, alors c'est pas une année sabbatique, hein, je vous arrête tout de suite, c'est une année de réflexion, de construction. Il existe d'ailleurs au sein du groupe IGS un programme de ce type qui s'appelle le programme Take Me Up, qui est un programme de développement personnel où on apprend aussi les langues. Il y a une ouverture culturelle si on veut passer une partie de son cursus, enfin de cette année-là, en tout cas dans une université partenaire, ou alors il y a une expérience professionnelle qu'on peut faire via un VIE, un service civique, une aide humanitaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est aussi prévu dans Parcoursup, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà le schéma d'une manière assez générale. Tout à l'heure, je vous le disais, une grande majorité des bacheliers vont à l'université pour une raison très simple, c'est le coût des études. Il ne faut pas se le cacher, le coût des études en fac, alors ça dépend des régions, des académies, c'est à peu près 170 à 300, 350 € l'année. Vous avez une vraie autonomie, parce que là, vous êtes livré à vous-même, vous n'êtes pas comme vous êtes aujourd'hui sur les bancs de l'école, avec un corps professoral qui vous suit, qui vous accompagne tout au long de l'année. Donc, il faut être capable, effectivement, d'être autonome. Et puis, vous avez un emploi du temps qui est très flexible et qui vous permet de faire d'autres choses à côté. L'inconvénient, c'est que beaucoup de jeunes se rendent compte que les conditions de travail en université, qui expliquent les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, sont en situation de réorientation parce que les conditions de travail ne sont pas forcément épanouissantes. Ça reste très généraliste, pas d'international, pas d'expérience pratique, vous êtes livré à vous-même dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes lorsqu'on est assis des fois sur des marches d'un amphithéâtre, avec beaucoup de brouhaha, pas de proximité avec le corps professoral, donc il faut bien y réfléchir avant. Après, ce n'est absolument pas un jugement de valeur, ce que je vous dis là, c'est simplement d'attirer votre attention sur le fait que ces 3 voies d'accès sont différentes dans les modalités et que certaines personnes sont faites pour une modalité et pas dans l'autre. Mais il faut y réfléchir maintenant avant de faire les mauvais choix. La prépa, les gens y vont beaucoup plus parce qu'il y a ce qu'on appelle une stimulation intellectuelle. On est quand même très proche de ce que vous faites aujourd'hui en terminale, avec une forte culture générale, des cours quand même assez théoriques et une vraie rigueur au travail. C'est un univers qu'il faut aussi appréhender parce que c'est un peu un univers individualiste, parce que pour rentrer en prépa, vous le savez, il faut avoir un excellent dossier scolaire, mais à la sortie de la prépa, pour intégrer les écoles, il y a un concours où il y a peu de place, et donc du coup, c'est un peu le chacun pour soi. C'est un peu la différence avec les écoles post-bac, parce que là, effectivement, on est plus à travailler déjà dans un esprit d'équipe, en mode projet, bien évidemment, comme on le serait en entreprise, et puis l'expérience pratique, par le biais de stages, se fait dès la première année. La dimension internationale, on peut aussi la découvrir dès les premières années, contrairement à la prépa, qui effectivement ne propose pas ça dans les 2 premières années de cursus, et l'université ne le propose pas du tout au long du cursus. Voilà, donc c'est 3 voies différentes qu'il faut bien avoir à l'esprit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? Bon. Alors, il n'y a rien dans le fil de conversation, mais rien dans le fil de conversation. Donc, voilà, c'est clair où ils n'osent pas poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions ou à nous rappeler d'ailleurs. Thomas dit qu'il n'y a pas de questions en tout cas. Dans quelle situation vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes lycéen, en terminale, en première? Est-ce que vous êtes parent? N'hésitez pas à nous indiquer cela. Voilà, tout à fait. Alors après, il y a les procédures d'admission et les modalités. Donc aujourd'hui, tout le monde le sait, hein, on entend parler depuis un certain nombre d'années, il y a Parcoursup, qui est le portail d'éducation nationale, dans lequel il y a cette année 19 000 formations, je crois qu'il y en a même 19 500 et des poussières, donc de plus en plus
mais ce sont essentiellement, j'en reparlerai après, des formations du public. Il y en a quelques-unes du privé, et j'expliquerai pourquoi. Elles sont sur ce portail-là. Je ne m'appesantis pas trop sur comment fonctionne Parcoursup, parce que ça va être détaillé beaucoup plus approfondi après. Il y a surtout le hors Parcoursup sur lequel je voudrais dire un petit mot, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas de portail comme Parcoursup. Je crois qu'il y a des premières qui étaient inscrites, je crois, aujourd'hui, à ce webinaire, Natacha, non? Oui, normalement, il y avait des premières Je fais inscrites. cette petite parenthèse parce que l'année prochaine, il y aura une nouvelle plateforme qui sera le pendant de Parcoursup, mais pour l'éducation privée. Parce qu'aujourd'hui, dans le hors Parcoursup, les gens sont obligés d'aller faire leur choix pour se renseigner, eh bien, soit sur Diplôméo, soit sur Studirama, soit sur l'étudiant, enfin sur les différents sites, alors que là, il y aura un nouveau portail qui proposera une alternative où tout sera référencé avec un système de filtre de la même manière. Alors, il y a Parcoursup et le hors Parcoursup, et après, il y a les modalités de sélection. Donc, vous avez ce qu'on appelle les concours communs. C'est souvent les écoles de commerce et d'ingénieurs qui se regroupent pour proposer qu'une même modalité, en tout cas pour la partie écrite. Les oraux restent propres à chacune des écoles. Il y a les concours internes, ça veut dire que les écoles organisent leur propre modalité, indépendamment des autres. Et puis, il y a ce que fait l'université, c'est l'admission sur dossier, où là, effectivement, il n'y a pas de sélection, c'est ce qu'on appelle les formations dites non sélectives sur Parcoursup. Contrairement donc à celles qui organisent des concours ou des épreuves de sélection, vous verrez sur Parcoursup, on appelle ça les formations sélectives, qui auront des procédures un peu différentes sur Parcoursup. Alors, ce que je voulais surtout vous dire, et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, parce que c'est souvent là qu'il y a des confusions, vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de reconnaissance, de labels, de certification. Les gens se mélangent souvent entre les deux, se disent est-ce qu'il y en a une qui est bonne et une qui est meilleure que l'autre? Non, ce sont deux voies différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est simplement qu'elles sont sous des tutelles ou des ministères différents, ce qui veut dire qu'effectivement, ils n'apprécient pas les mêmes choses. Là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur. Ce sont deux systèmes d'appréciation complètement différents. Le public et plus sur le ministère, ce que vous appelez l'éducation nationale, en fait, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui évalue essentiellement la qualité pédagogique des formations. Ça veut dire que la pédagogie est valorisée sous la forme de connaissances. Et c'est surtout ça que l'éducation nationale met en avant à travers les labels qu'elle délivre. Les écoles dites du privé sont plutôt sur le ministère, sous la tutelle du ministère du Travail et de l'Emploi. Et donc, ça veut dire effectivement, comme vous le comprenez à travers travail et emploi, que ce qu'ils mesurent surtout, c'est les chances de trouver un emploi à la sortie. Donc, la pédagogie fait plutôt place à la pratique, donc à travers différents systèmes, des ateliers en groupe, comme je vous le disais tout à l'heure, des cas pratiques animés par des professionnels, des stages à la fin de chaque année, et puis à un moment ou un autre du parcours, voire tout au long du parcours selon le cursus que vous avez choisi, de l'alternance. Et là, on valorise plutôt des compétences plutôt que des connaissances. Parce que ce ministère-là dit que des connaissances, c'est bien, mais si on ne sait pas les appliquer, ce n'est pas toujours facile d'évaluer effectivement une pédagogie. Et je crois, Natacha, que nos écoles sont en tout cas très attachées à ces valeurs-là. Oui, j'ajouterais même qu'on parle de compétences métiers. À travers ces compétences métiers, il y a les compétences de savoir-faire, mais aussi de savoir-être propre à un métier. Et surtout, bien évidemment, c'est en lien avec la réalité des entreprises et leurs besoins futurs en termes de recrutement, puisque le ministère du Travail et de l'Emploi permet d'évaluer cela. Je crois qu'on le verra plus tard dans certaines de Oui, tes slides. juste après, effectivement. Donc, j'apporte juste un petit bémol, c'est que, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Parcoursup est la plateforme qui est en principe dédiée au public. Il y a quelques exceptions. Il y en a deux. Il y a des écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce qui pourtant sont des écoles privées, délivrent des diplômes, alors sous condition évidemment, qui sont des diplômes aussi de l'éducation nationale. Là, c'est parce qu'à une époque, il y avait beaucoup trop d'écoles de commerce et d'ingénieurs, il y en a toujours beaucoup trop d'ailleurs, il y en a plus de 200 dans chacune des catégories, et que l'éducation nationale a voulu même normer un peu tout cela. Et puis aussi, d'un certain côté, l'éducation nationale était content d'avoir dans son giron ces écoles-là, puisque la faculté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut malheureusement pas pourvoir toutes les demandes. Il y a aussi dans cette plateforme Parcoursup tout ce qui relève effectivement des formations en alternance qui, bien qu'étant aussi en privé, se trouvent sur la plateforme Parcoursup. Donc, c'est les seuls cas effectivement de privé qui se retrouvent sur la plateforme Parcoursup.
Alors, si on va plus loin dans ces reconnaissances, il y a les reconnaissances qui sont liées à un établissement et non pas à des diplômes ou des titres. Là, c'est l'Éducation nationale qui accorde effectivement sa reconnaissance par rapport à certains critères qui sont la qualité de l'enseignement, bien évidemment, l'administration, ça veut dire qui dirige l'école, et effectivement l'équilibre financier, parce qu'elle veut s'assurer qu'un jeune qui va rentrer dans une école privée, donc qui va quand même payer une certaine somme, ne va pas se retrouver sur le carreau au bout d'un an parce que l'école a mis la clé sous la porte. Ces écoles reconnues par l'État, c'est ce qui permet de bénéficier de bourses et du régime de sécurité sociale étudiant. Là où je voulais attirer votre attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les reconnaissances donc de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément, je vous en cite quelques-uns. Ça concerne surtout ceux des écoles de commerce et d'ingénieurs, les diplômes visés, le grade de master et depuis peu de temps le grade de licence. Là, l'Éducation nationale, comme je vous disais, a un œil quand même très aguerri sur effectivement la qualité de l'enseignement pédagogique et puis le sérieux des procédures d'admission. Ça veut dire, est-ce qu'il y a bien quand même des critères d'admission à travers des épreuves de sélection ou des concours, tout simplement, pour parler très, très clairement. Et c'est ce qui permet notamment d'avoir des diplômes qui permettent d'avoir des équivalences avec l'international. Et puis, il y a aussi un niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle le grade de licence pour les écoles en bac plus 5. Et là, effectivement, en plus des critères précédemment cités sur le diplôme visé, il regarde effectivement l'ouverture sur l'international. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des systèmes d'échange? Un système d'échange, ça veut dire, est-ce que les étudiants de l'école peuvent aller passer une partie de leur cursus dans une université partenaire? Et est-ce qu'à l'inverse, des étudiants étrangers peuvent venir dans cette école-là? Un certain nombre de professeurs permanents, alors ça ne va pas beaucoup vous parler, mais ça veut dire que l'éducation nationale, qui est quand même, je vous l'ai dit, sur des critères quand même très théoriques et académiques, veulent que pour un certain nombre d'élèves dans une école, il y ait un certain nombre de professeurs qui ne soient pas des professionnels du milieu, mais plutôt des docteurs en sciences de gestion, en marketing, en économie, voilà. Voilà, donc pour les jeunes, ça pas très parlant, mais pour l'éducation nationale, c'est un critère qui est indispensable pour délivrer ces fameuses reconnaissances de l'éducation nationale. Le pendant de ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et qui est sous l'égide effectivement du ministère du Travail et de l'Emploi, c'est d'avoir un œil beaucoup plus attentif sur, évidemment, il y a la qualité de l'enseignement, mais sur l'excellence de l'insertion professionnelle. Ça veut dire un jeune, une fois qu'il a su son diplôme, comment il va évaluer? Est-ce qu'il va trouver facilement un emploi? Est-ce qu'au bout de 5 ans, de 10 ans, il aura une évolution professionnelle conforme à ses aspirations? Et aussi, est-ce que la rémunération qui va avec correspond? Et tous ces enseignements qui sont dispensés au sein de ces écoles, dis-moi si je me trompe Natacha, mais ce sont des pédagogies qui ont été construites avec des professionnels et dispensées par des professionnels. Tout à fait. En fait, nos intervenants au sein de l'ensemble des écoles et organismes de formation du groupe IGS sont des intervenants professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont issus du monde de l'entreprise. Donc, ils occupent souvent un poste en parallèle. Donc, on peut accueillir des DRH, des directeurs commerciaux, des directeurs de la communication, etc. Et ils vont venir faire cours. Ou alors, ce sont des personnes qui ont exercé une activité professionnelle et qui ont décidé de créer leur propre structure de consulting. Et en tant que consultants, ils viennent donner des cours dans nos écoles. Il y a également les cas pratiques. On peut être sollicité par des entreprises, puisque étant tourné vers l'entreprise, on a 9000 entreprises partenaires qui nous permettent de recueillir aussi leurs besoins et de mettre en place des cas pratiques et notamment des audits dans les différents services suivant les filières de compétences que représentent nos écoles. Donc ça veut dire que ce sont des formations qui sont en fait très proches de la réalité du terrain et d'évolution du marché. On appelle ça, dans notre jargon interne, les formations actions, Arnaud. Très bien, parfait, ça me plaît bien. Alors, fort de ça, après, il faut se poser les bonnes questions. Quand on va choisir une formation, beaucoup de jeunes souvent s'engagent dans une école et puis se disent à quoi ça va me préparer. En fait, il vaut mieux partir du chemin inverse et de voir pour quel type de métier on est fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on propose souvent des accompagnements à travers des tests et des bilans d'orientation, parce que à partir du profil de personnalité d'un jeune, de ses aspirations personnelles, de ses qualités, j'allais dire, de ses points d'amélioration, on va pouvoir définir une palette de métiers pour lequel
il est plus à même de s'épanouir. Et une fois qu'on a défini cette palette de métiers, on peut trouver les formations qui vont être en adéquation avec ses attentes. Alors, on va même plus loin que ça, parce que au-delà du projet professionnel qu'on essaie de construire avec les jeunes, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à m'engager sur des études courtes ou longues? Parce qu'il y a des jeunes qui décident de faire des études courtes. Alors, quand je dis études courtes, hein, c'est Bac+3, parce que Bac+2 aujourd'hui, je vous l'ai dit, n'a pas de valeur sur le marché du travail. Un Bac+2, c'est plus un tremplin pour faire autre chose après. Donc, si je fais des études courtes, donc, quels sont les bachelors qui sont à ma disposition? Si je fais des études longues, est-ce que je fais un 3+2 ou est-ce que je fais directement un Bac+5 dans des écoles qui le proposent? Est-ce que je veux passer par une prépa? Est-ce que je fais une école post-bac? Est-ce que je passe par la fac, en tout ou partie? Est-ce que je reste au lycée? En tout cas pour le début, si on veut faire une prépa, un BTS, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce sont des questions qu'il faut vous poser en amont. Et puis surtout, le curseur, où est-ce que vous voulez le mettre? Est-ce que vous voulez que dans votre cursus d'enseignement supérieur, il y ait une forte part à l'international? Est-ce que pour vous c'est important? Quel rythme scolaire voulez-vous? Est-ce que vous voulez faire de l'initial, de l'alternance? Est-ce que vous voulez un mixte entre les deux? Est-ce que vous voulez faire des cours en distanciel? Est-ce que les reconnaissances académiques qu'on a évoquées tout à l'heure sont importantes pour moi? Est-ce que c'est plutôt les débouchés que je vais mettre en valeur? La proximité avec le monde des entreprises qui est très importante. Est-ce que l'insertion professionnelle, je vais regarder à quoi ça correspond. Et puis la taille des promos. Est-ce que vous êtes prêt à intégrer des promotions d'écoles où ils sont 300, 400, ou alors en fac où ils sont des milliers? Ou est-ce que vous préférez rester à taille humaine, comme vous le connaissez en terminale, vous avez connu en première, avec une vraie proximité avec le corps professoral? Toutes ces questions, il faut se les poser. Et en fonction du curseur que vous allez mettre, eh bien, vous allez avoir des formations qui correspondront plus ou moins à vos attentes. Comment décrypter l'offre? Alors évidemment, aujourd'hui, vous le savez, les salons se font de moins en moins en présentiel. La pandémie est passée par là, bien sûr. En distanciel, c'est pas toujours évident. En présentiel, il y a beaucoup d'écoles qui n'y sont plus parce qu'elles se rendent compte que finalement, c'est pas toujours évident. Donc le mieux souvent, c'est effectivement d'assister aux journées portes ouvertes pour aller voir les écoles au sein même de leur mode de fonctionnement, voir quel dispositif elles vous proposent, rencontrer les jeunes sur place, la direction de l'école, le corps professoral, c'est toujours important d'échanger avec eux. Évidemment, il y a aussi Internet qui vous apporte des compléments d'information, mais je pense que venir à leur rencontre, ça peut être aussi venir comme vous le faites aujourd'hui à travers des lives ou des conférences qui vous permettent déjà un petit peu de décrypter l'offre et de voir un peu ce que les écoles proposent, mais rien de tel qu'en tout cas qu'une visite sur place. Après, il y a la question du financement des études. Je sais que c'est souvent des questions que les jeunes et que les parents se posent, et c'est légitime. On l'a dit tout à l'heure, entre des écoles privées avec des formations très professionnalisantes, mais qui offrent plus de débouchés à la sortie, et l'université, il y a quand même un gap. Et souvent, les gens se mettent un frein psychologique, une barrière, et je trouve que c'est dommage de ne pas accéder à ses rêves, et que finalement le financement des études, finalement, il peut être lissé, gommé par beaucoup de dispositifs qu'on met à votre disposition. Il y a évidemment, on l'a cité tout à l'heure, des solutions d'alternance qui sont proposées dans tous les parcours. Et quand même, l'alternance, c'est quand même une très très belle opportunité, non seulement d'avoir une expérience professionnelle, mais aussi d'alléger le coût des études, parce que l'année qui est prise en charge par l'entreprise, elle est gratuite pour vous. Et la rémunération que vous allez avoir en tant que salarié, elle vous permet aussi de payer les premières études que vous avez finalement à financer. Et vous allez me dire, mais alors les 2 ou 3 premières années, si on ne fait pas de l'alternance dès le début, comment peut-on les financer? Eh ben, il y a aujourd'hui des prêts étudiants qui sont prévus pour cela. Nos écoles, en tout cas, ont contracté des accords avec certaines banques qui proposent des prêts à des taux très préférentiels. Et surtout, vous pouvez rembourser votre prêt une fois que vous avez fini vos études et que vous avez un emploi. C'est quand même beaucoup plus souple, une fois qu'on a un emploi, de financer ses études sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, selon ce que vous aurez décidé. Ou, pour certains, vous pouvez aussi le rembourser avec ce que vous allez gagner sur l'alternance. Donc, je pense que c'est aussi une alternative qui est intéressante qu'il faut avoir en tête. C'est de toute façon une question qu'on a et un point qu'on a bien identifié. Donc, effectivement, on propose plusieurs solutions. Au-delà des partenaires bancaires, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment des partenariats pour avoir des jobs étudiants, Oui. des temps de libre pour pouvoir faire ce job étudiant. Des offs dans la semaine. Des systèmes de bourse d'honneur aussi pour les étudiants. On n'est pas là pour parler de ça ce soir, mais Non. en tout cas, beaucoup de solutions existent
et il faut aussi se renseigner là-dessus. Alors, pourquoi je l'ai évoqué, c'est parce que ça rentre souvent dans les problématiques d'orientation, parce que les jeunes font souvent des choix aussi juste sur ce critère-là, et il ne faut pas que ce soit un frein à vos ambitions. Il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui pour vous permettre d'accéder effectivement à ce genre de formation. Alors, je vais venir maintenant sur un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque c'est mardi que va ouvrir la plateforme Parcoursup. Tout à l'heure, je parlerai des dispositifs hors Parcoursup, parce qu'ils existent et ils sont tout aussi intéressants. Sur la plateforme Parcoursup, donc vous le savez, il y a un calendrier qui est très, très timé. Ça, c'est l'inconvénient de Parcoursup. Il change tous les ans et il ne s'arrange pas malheureusement. Donc, la semaine prochaine, donc mardi très exactement, Parcoursup va ouvrir sur la phase de recherche de formation. Alors, je sais qu'il y a certains jeunes que j'ai rencontrés récemment qui me disent « Oui, mais Parcoursup est déjà ouvert, on peut déjà faire des recherches. » En fait, le Parcoursup qui est aujourd'hui ouvert, c'est celui de l'année dernière. Donc, comme cette année, il y a 2000 formations en plus, ce qui est consultable aujourd'hui n'est pas ce que vous allez voir à partir de mardi prochain. Donc, la plateforme Parcoursup Recherche de formation 2022 ouvre mardi avec d'autres formations que celles qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, c'est sur parcoursup.fr. Cette phase de recherche n'est qu'une phase de recherche. C'est celle qui elle est importante parce que quand il y a 19 000 formations et que vous allez voir que pour chaque fiche que vous allez consulter, il y a quand même énormément d'informations sur une fiche. On va détailler tout à l'heure, même brièvement, mais que vous voyez effectivement le contenu de ces fiches. Si vous voulez avoir le temps de bien prendre la mesure de toutes les formations qu'il y a, même en mettant les filtres, ça prend du temps, donc il faut le faire le plus tôt possible et anticiper ça. La phase principale, c'est l'ouverture le 20 janvier. Là, vous allez commencer à créer votre compte. Tout à l'heure, je vais vous le détailler. C'est la phase la plus compliquée, la plus chronophage de cette plateforme Parcoursup. Mais on va vous aider, on va vous accompagner sur ce plan-là. Vous avez donc entre le 20 janvier, qui est la phase où vous allez commencer à créer votre compte, et le 29 mars, toute la période dite de saisie des vœux. C'est là que vous allez formaliser effectivement vos candidatures auprès des établissements qui vous auront intéressé. Le 29 mars, il n'y aura plus de possibilité de saisir les vœux et vous allez passer dans la phase qu'on appelle de finalisation du dossier, c'est-à-dire que pour toutes les écoles pour lesquelles vous avez, enfin écoles ou universités pour lesquelles, toutes les formations pour lesquelles vous avez fait des vœux, vous allez pouvoir compléter le dossier. Souvent, c'est l'envoi de documents tels que le CV, la lettre de motivation et la fameuse fiche à venir, qui est une fiche qui est rédigée par votre professeur principal et qui va mettre des appréciations sur le vœu que vous avez réalisé. Donc, il faut savoir que chaque professeur principal, parce que vous avez 2 professeurs principaux par terminale, donc chaque professeur principal va émettre une fiche à venir par formation, par élève. Donc, vous voyez le travail que ça va générer pour eux. Le 7 avril, ce sera la clôture des inscriptions. Tous les dossiers qui ne seront pas complets, il suffit qu'il manque un seul élément, votre candidature ne sera pas validée. Donc, il est important, d'une part, de bien respecter le cadencement du calendrier et d'autre part, de bien mettre toutes les pièces qui vous sont demandées. Sinon, les vœux ne seront pas transmis aux écoles. Ça, c'est une chose qui est très importante. Le bémol, c'est qu'effectivement, tous les vœux que vous avez effectués vont donc être soumis à des candidatures. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a pour les écoles ou les formations dites sélectives des examens de candidature. Donc, c'est souvent effectivement des concours, des épreuves écrites et ou orales. Pour les universités, c'est juste un examen de dossier. Et la phase va être très longue puisque effectivement, vous n'avez vos résultats que le 2 juin. Donc, tous les ans, ça recule. Ça a été mi-mai, fin mai, maintenant c'est le 2 juin. Donc ça veut dire que vous n'aurez aucun résultat de ces formations avant le 2 juin. Et seul Parcoursup est autorisé à vous transmettre ces résultats. Tout à l'heure, je vous dirai comment on va vous les transmettre. Le 23 juin, il y a ce qu'on appelle une phase complémentaire. Ça veut dire que pour les gens qui, malheureusement, j'espère que ce ne sera pas votre cas, n'auront pas eu satisfaction sur les vœux qu'ils ont effectués sur la phase dite principale, la première phase, vous avez la possibilité de postuler à nouveau. Alors, vous pouvez postuler à nouveau pour des formations pour lesquelles vous n'avez pas déjà postulé sur la première phase, ou alors, si d'aventure, même si vous êtes pris à des écoles dans la phase principale, mais que vous avez envie finalement, vous avez changé d'avis, que vous avez envie de postuler à une autre école, vous pouvez le faire dans la phase dite complémentaire. Là, par contre, c'est moins cadencé, puisque à partir du moment où vous faites un vœu, l'école est aussitôt au courant, vous pouvez effectuer l'épreuve d'admissibilité dans la foulée et le résultat, vous avez aussitôt dans la foulée, donc ça veut dire au fil de l'eau. Le 15 juillet, toute la phase principale, donc la première phase que l'on a vue, qui commence le 21 décembre,
est clôturée, et donc toutes les écoles sont supposées vous avoir donné une réponse, même si vous êtes sur liste d'attente. Par contre, pour la phase complémentaire du 22 juin, elle va courir jusqu'au 16 septembre. Et là, il y a beaucoup moins de places parce que c'est sous réserve, évidemment, que les écoles ont encore des places disponibles dans leur établissement. Je vais, sur ce point de Parcoursup, m'attarder 2 secondes sur les réponses qui vont vous être faites et celles que vous devez effectuer à partir du moment où vous aurez une proposition d'admission. Ce sont quand même des choses qui sont importantes. Je vous l'ai dit, le 2 juin, vous allez avoir toutes les réponses en même temps. Si vous avez postulé à 10 formations, vous allez avoir les 10 réponses en même temps. Elles vous seront faites d'une part par SMS sur votre mobile, par mail sur celui que vous aurez indiqué sur la plateforme Parcoursup, et puis sur votre compte Parcoursup, sur ordinateur ou par un autre biais si vous arrivez à vous connecter différemment, sur votre compte Parcoursup. Donc là, vous saurez quelles réponses vous seront faites par les écoles ou les formations pour lesquelles vous avez postulé. Les formations sélectives vous diront oui, on vous accepte, ou on ne vous accepte pas, ou alors, entre les deux, vous êtes en liste d'attente. Ça veut dire que vous ne serez pas dans les premiers, et vous saurez, si vous êtes en liste d'attente, quel est votre rang par rapport aux gens qui sont classés. Pour les formations non sélectives, je me tourne vers les universités, ils ne peuvent pas vous dire non. Soit ils vous acceptent, soit ils vous disent oui si. Oui si, ça veut dire qu'ils vous acceptent, mais sous condition que vous suiviez un module de rattrapage dans telle ou telle matière. Une université qui vous dit oui, ce n'est pas forcément l'université que vous avez choisie à côté de chez vous, parce que vous allez faire plusieurs choix d'université. Des fois, on peut se retrouver dans une université qui est à 50 ou 100 km de chez vous. Ça, c'est malheureusement l'algorithme qui est décrié sur Parcoursup, et on ne sait pas pourquoi. Vous avez aussi des réponses à apporter. Et là, j'attire votre attention parce que là, c'est très cadencé. Il y a des dates butoirs qui vous sont imposées par Parcoursup, et si vous ne les respectez pas, vos vœux seront annulés. Donc ça, c'est quand même chose qui est important. Le 2 juin, lorsque vous allez avoir des propositions qui vous sont faites, vous avez 7 jours pour y répondre. 7 jours et pas plus. Au bout du 8e jour, si vous n'avez pas pris position, votre vœu est annulé. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus. Les réponses que vous pouvez apporter, soit effectivement vous acceptez la proposition qui vous est faite par un établissement, et si vous acceptez une proposition, tous les autres vœux que vous avez formulés sont annulés. Donc il faut bien l'avoir en tête. Si vous êtes sur liste d'attente, vous pouvez accepter une école qui vous prend et vous dire je maintiens quand même mon vœu en attente pour une autre école. Si vous renoncez effectivement, en tout cas définitivement, à la proposition qui vous est faite. Plus la procédure avancera vers la fin, plus le temps d'attente sera réduit. Ça veut dire qu'effectivement, le 2 juin, vous n'avez que 7 jours, et puis après, au mois de juillet, vous n'aurez plus que 3 jours, 2 jours, et après, il faudra répondre au tac au tac. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, ce calendrier de Parcoursup. Alors, la première phase de Parcoursup, c'est la phase de recherche. C'est celle qui va vous concerner la semaine prochaine. Vous allez sur parcoursup.fr, là, pas pour faire des vœux, mais pour regarder les formations présentes. Donc, vous voyez que vous avez, en fait, sur les 19 000 formations, un système de filtre qui va vous permettre, donc à gauche et à droite ici, de faire des tris pour affiner vos choix. Soit dans la barre du haut, là où vous avez une petite loupe, vous indiquez école de commerce, école d'ingénieur, chimie, santé, pharmacie. Et là, effectivement, vous allez avoir au milieu donc toutes les formations qui correspondent à ces critères-là. Et après, vous allez pouvoir dire, ben, je veux que ce soit un établissement public, privé, je veux que ce soit une formation en 4 ans, en 5 ans, je veux que ce soit du distanciel, du présentiel. Voilà, donc vous allez pouvoir affiner, même pouvoir aller affiner jusqu'à la région. Je vais y venir juste après, parce qu'on sait que le critère de proximité géographique est important pour les jeunes. Donc, vous pouvez voir combien de formations sont dispensées dans les bulles. Donc là, ici, j'ai pris un exemple, hein, j'ai pris des écoles privées et j'ai pris classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, vous voyez que sur la gauche, j'ai coché des cases et que du coup, ça réduit le nombre de formations et qu'on peut même affiner jusqu'au quartier. Donc, vous voyez que Parcoursup propose effectivement d'aller très loin dans le zoom proposé. Et vous voyez qu'effectivement, il y a aussi des formations qui sont à l'étranger. Quand je dis qu'il y a des formations à l'étranger, ce n'est pas des formations étrangères, c'est juste des formations françaises qui ont des campus à l'international. On prend par exemple le cas d'écoles de commerce ou d'ingénieurs qui ont des campus en Espagne, au Maroc, voilà. Mais sur Parcoursup, il n'y a que les formations franco-françaises. Je me permets une Oui, intervention. je t'en prie, Natacha.
C'était parce que parfois on ne l'a pas en tête, mais si vous souhaitez vous orienter vers un BTS, les BTS existent évidemment aussi dans le cadre des établissements privés. Donc n'hésitez pas à cocher aussi établissement privé. En tout cas, c'est le cas chez nous. On dispose de BTS et ils sont sur Parcoursup. Exactement. Alors, je l'avais mis d'ailleurs dans le slide au tout début où je montrais effectivement les différents parcours et le BTS effectivement était soit dans la partie lycée, soit dans la partie post-bac, parce qu'effectivement, nous faisons partie des organismes qui proposons, bien qu'étant privé, des formations BTS. Tu as raison de le souligner. Alors après, si vous cochez BTS, vous n'êtes pas obligé de préciser public ou privé, vous mettez BTS, vous voyez tous les BTS, et après vous pouvez affiner effectivement si vous avez une appétence plus pour l'une que pour l'autre. Alors, sur les fiches types, je prends un exemple de 2 fiches. Une école de commerce, par exemple, du groupe IGS, l'école ICD. Donc, vous voyez que sur la fiche type, vous avez une indication du concours d'entrée. Donc, en l'occurrence, le ICD est dans un concours qui est interne à son école. Vous avez le programme en 5 ans, ils indiquent que c'est le grade de master, vous avez la localisation, donc là j'ai pris notre campus de Blagnac, mais on en a aussi une sur Paris, et les modalités de sélection, et on vous explique effectivement quelles sont effectivement les modalités pour pouvoir rentrer ou postuler à l'école. De la même manière, si on prend le cas des BTS que soulignait Natacha, eh bien voilà, un BTS effectivement que nous avons sur Lyon, au sein du CFA bureautique et métiers du tertiaire. Donc là, vous voyez effectivement, ils expliquent que c'est une formation sélective, mais que la formation peut être aussi proposée en enseignement à distance. Donc vous avez l'apprentissage qui est indiqué, donc c'est l'alternance, et qui peut se faire aussi à distance. Je le découvre en même temps que toi, Natacha. On peut le faire à distance, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est un exemple de fiche, c'est le tout début d'une fiche, mais si on va plus loin dans la fiche, par exemple, on voit qu'il y a la date des épreuves, vous avez le label du diplôme qui est dispensé, donc en l'occurrence pour l'école de commerce, ici, c'était le grade de master. Si on voit sur le BTS, vous voyez effectivement que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui délivre. D'ailleurs, toutes les certifications du ministère de l'Éducation nationale se présentent de la même manière, c'est une forme d'hexagone, avec des couleurs différentes selon le type de diplôme. Hein, vous voyez. Si je reviens sur l'exercice précédent, là, vous voyez aussi qu'il y a les événements organisés par l'école. Ça veut dire que si effectivement ils organisent des journées portes ouvertes, des sessions de préparation aux épreuves, eh bien tout est indiqué. C'est quand même assez bien fait. Vous avez des onglets sur la gauche avec des accès directs. Vous avez le contenu de la formation par année. Vous avez aussi des référents sur la formation, sur un référent handicap, si vous êtes concerné. Vous pouvez échanger aussi avec ce qu'on appelle un étudiant ambassadeur, si vous voulez échanger avec un étudiant de l'école pour effectivement voir comment il vit l'école de l'intérieur. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'informations. Vous avez effectivement les langues dispensées, les frais de scolarité, les dispositifs pour réussir, les profils acceptés, parce que vous pouvez aussi voir effectivement si c'est ouvert à tous les bacheliers ou s'il y a des bacs qui sont plutôt mis en avant, et puis les éléments pris en compte par la formation dans l'évaluation du candidat. Donc ça, je vous le laisserai, vous avez tout un mois pour découvrir ça, mais c'est pour vous dire que quand même qu'une fiche formation est quand même très détaillée, et là je vous ai montré qu'un tout petit exemple. Voilà, et vous avez aussi même un lien direct vers soit le site de l'école pour en savoir plus, ou soit vers le site de l'ONICEP qui s'appelle Terminal 2021-2022, mais je vous le déconseille parce qu'il n'est jamais à jour. Voilà, je vous le dis parce que les mises à jour qu'on a demandées ne sont pas toujours faites en temps réel. La phase la plus compliquée, je vous l'ai dit, c'est la création du dossier. Donc, le premier écran que vous allez avoir, ce sera le même écran au départ quand vous allez créer votre dossier ou celui où vous allez vous reconnecter par la suite, une fois que vous voulez voir vos résultats. Donc, au début, vous allez cliquer sur « Créer mon dossier ». Après, une fois que le dossier sera créé, vous reviendrez simplement avec votre numéro de dossier et votre mot de passe. Donc, c'est l'écran principal que vous aurez tout le temps. Donc, pour créer votre dossier, il faudra bien vous munir avant de ce que l'on appelle votre numéro INE. Généralement, c'est un numéro d'identifiant national que vous allez retrouver sur tous vos bulletins scolaires. Si ce n'est pas le cas, ce qui m'étonne, vous l'avez auprès de votre secrétariat. Il est soit composé de 9 chiffres et 2 lettres, soit de 10 chiffres et 1 lettre, mais vous ne pouvez pas démarrer la création de votre dossier si vous n'avez pas ce numéro-là. C'est la première étape, elle est très importante. C'est pour ça que j'insiste dessus. Après, une fois que vous aurez rentré ce numéro, Parcoursup va vous attribuer un numéro de dossier. Ce numéro, il faudra bien le noter tout de suite. Ce sera le numéro qui vous sera demandé après pour retourner sur la fiche qu'on a vue au début. Je vais revenir dessus. Voilà, ici, vous voyez le numéro de dossier en haut. Donc ça, ce numéro, il faut bien l'avoir avec vous. Donc, une fois que vous avez ça, il faudra que vous
créer un mot de passe. Donc, vous voyez que vous avez un mot de passe qu'on vous demandera. Vous avez l'habitude, hein, j'imagine que vous qui êtes des vrais geeks, vous savez comment ça fonctionne. Donc, le numéro de dossier et le mot de passe, ce seront les deux seuls éléments dont vous aurez besoin pour revenir sur la plateforme. Votre email, qui sera celui avec lequel Parcoursup va pouvoir effectivement communiquer avec vous. De la même manière, cet email, il est important. Il faut le garder bien en tête parce que si jamais l'année prochaine, vous faites partie de ceux qui reviennent vous inscrire sur Parcoursup, parce que vous savez qu'il y a aussi des gens qui sont en situation de réorientation ou qui changent de parcours. À partir du moment où on revient avec le même email, ça permet de garder tous les éléments que vous avez rentrés sur la plateforme Parcoursup. Vous n'êtes pas obligé de tout re-rentrer. Après, on vous demandera de conformer votre email. Et donc, du coup, effectivement, une fois que vous l'aurez validé, ce sera le mail officiel avec lequel Parcoursup va communiquer avec vous. Vous allez avoir, et ça c'est une étape qui est très fastidieuse, énormément de pages, je vous les ai détaillées là, je ne vous les montre pas toutes, à renseigner vos coordonnées, le représentant légal, donc souvent ce sont vos parents, des informations sur les bourses, ça veut dire que vous avez aussi un simulateur qui est par rapport à vos revenus de situation de famille, vous dit si effectivement vous êtes éligible à la bourse et quel est le montant de la bourse dont vous allez pouvoir disposer. Le simulateur est assez bien fait. Et puis aussi, vous allez avoir un certain nombre d'éléments à vérifier par rapport à vos antécédents, tous vos bulletins scolaires depuis la 5e. Donc, vous voyez qu'ils vont assez loin. Alors là, je vous rassure, on ne va pas vous demander de les rentrer. Théoriquement, il y a un système qui s'appelle Pronote qui doit basculer vos notes que vous avez depuis la 5e sur Parcoursup. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir effectivement les rentrer vous-même une par une. Et puis après, tout un certain nombre d'éléments jusqu'à l'année de césure dont je vous parlais tout à l'heure et que j'évoquerai par la suite. L'année de césure, justement, c'est quelque chose qui vous est proposé. Alors, soit, il y a deux cas de figure. Soit l'année de césure, vous voulez la faire maintenant, mais vous allez commencer à postuler déjà dans l'école. Je m'explique. Vous avez décidé de rentrer dans un établissement. Là, je prends l'exemple d'un jeune qui veut rentrer à l'Institut des soins infirmiers et qui décide de faire son année de césure. Donc, ça veut dire qu'il va postuler maintenant, mais il va cocher une case année de césure sur Parcoursup. Cette case année de césure qui est cochée, l'établissement pour lequel vous le postulez ne le verrait pas tout de suite. Et ça, pour une raison très simple, c'est pour ne pas influencer son jugement au moment où il va vous donner les résultats. Parce que si il était au courant déjà que vous voulez faire une année de césure, il va vous dire « je ne vous prends pas cette année et vous reviendrez l'année prochaine ». Là, l'avantage, c'est que si vous postulez et que vous êtes pris, une fois que vous êtes pris, il va voir que vous avez coché année de césure. Et là, effectivement, votre place sera gardée au chaud. Ça veut dire que vous allez partir faire votre année de césure et vous allez revenir au bout d'un an, votre place sera conservée et votre inscription administrative sera déjà effectuée. Le deuxième cas de figure, c'est que vous ne décidez pas tout de suite de postuler dans une école. Vous décidez c'est-à-dire de ne rien faire sur Parcoursup et vous revenez que l'année prochaine après votre année de césure. Donc là, c'est le deuxième cas de figure. Il y a un dispositif qui est prévu et vous voyez que si vous revenez, c'est ce que je vous disais avec l'email que vous avez saisi cette année, l'année prochaine, vous allez directement sur ce qu'on appelle la fiche de suivi du projet de réorientation. Et là, vous allez postuler pour une école et vous allez rentrer tous les éléments en disant, voilà, j'ai fait une année de césure pour telle et telle raison. Souvent, c'est assez valorisant parce que c'est soit pour effectivement avoir une expérience professionnelle supplémentaire, soit effectivement pour avoir une ouverture culturelle ou améliorer son niveau d'anglais. Alors, maintenant que j'ai parlé du dispositif Parcoursup, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'écoles et on est aussi concerné au sein du groupe IGS par les dispositifs hors Parcoursup parce que la plupart des écoles privées sont dans des dispositifs autres et l'intérêt de ce dispositif hors Parcoursup, c'est que la grande majorité des formations de l'enseignement supérieur privé sont sur ce dispositif hors Parcoursup, que vous n'avez pas ce cadencement infernal que je vous ai indiqué tout à l'heure. Là, vous postulez au fil de l'eau toute l'année, c'est-à-dire que vous pouvez postuler en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février. Vous passez vos épreuves au fur et à mesure que vous postulez et vous avez vos résultats assez tôt. Donc, ce qui veut dire que là, vous n'attendez pas le 2 juin, généralement quelques jours après, le temps effectivement que la commission d'évaluation ait attribué ces notes, et bien effectivement, vous êtes vite fixé sur les résultats et vous savez avant le bac si vous êtes admis ou pas dans cet établissement et vous passez vos épreuves du bac plus sereinement. Donc, pas de stress, pas d'attente. Là, il n'y a pas de vœux limité puisque vous avez, si vous voulez postuler à 50 formations, ben vous pouvez postuler sans problème et on ne va pas vous mettre de contraintes de ce côté-là. Et puis, j'indique aussi que les critères d'admission sont clairs et équitables et totalement transparents. C'est surtout par rapport à Parcoursup
où je vous le disais, des fois vous postulez à des universités et puis vous n'avez pas celle qui est à côté de chez vous, mais à 50 km de chez vous, sans savoir pourquoi. C'est l'algorithme de Parcoursup. Et puis beaucoup de parents souvent me disent, moi j'ai mon fils qui est en terminale, il a 17,5 de moyenne. Eh bien, les 3 premières prépas pour lesquelles il a postulé n'ont pas accepté, sans forcément savoir pourquoi. Donc c'est toujours un petit peu inquiétant et c'est un peu frustrant aussi pour les parents. Je crois, Natacha, que tu voulais réagir par rapport à ce slide. Oui, je voulais revenir aussi sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que comme on est sur le fait d'acquérir des compétences, bien évidemment, vous êtes tous déjà dotés de compétences qu'on va appeler compétences de savoir-être, qui sont très importantes pour nous dans nos processus d'admission, et ce qui fait qu'on a envie de vous rencontrer, en fait. Donc, au-delà d'un dossier à déposer, dans l'ensemble des processus de sélection, il y aura toujours un moment où on va se rencontrer. Parce que pour nous, c'est important de connaître aussi les personnes qui vont nous rejoindre pour la prochaine rentrée. Donc, bien évidemment, on s'est adapté aux dernières années. Donc, il y a la possibilité aussi de passer sa sélection à distance, en présentiel. Il y a les différences se font aussi par rapport aux filières de compétences, mais il y aura toujours ce moment de rencontre vraiment très important pour nous. Tu as raison de le souligner parce que ce soir, je ne vais pas l'évoquer parce qu'on a déjà un ordre du jour qui est suffisamment complet, mais généralement, je parle aussi des attentes des entreprises vis-à-vis des jeunes à la sortie de ces formations. Et comme tu l'as dit très justement, il y a un critère qui ressort souvent au-delà des compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills dans le jargon. Il y a ce qu'ils appellent les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales qui sont liées au profil de personnalité. Et pour les entreprises, c'est très important d'avoir aussi quelqu'un qui a un état d'esprit, un profil de personnalité, tout autant que l'acquisition des savoirs. Et je pense que ça, c'est très important. Tout à fait. Et puis après, par rapport à la rapidité, on est à peu près sur un délai de 72 heures quand vous passez une sélection au sein du groupe IGS. Les résultats, vous les avez dans les 72 heures. Donc, c'est vrai que ce qu'on observe en ce moment, c'est que postuler plus tôt, ça permet vraiment aussi de se concentrer sur votre année en cours. Et si c'est celle du baccalauréat, elle est importante. Donc, autant se concentrer sur ce premier examen important dans votre vie. Oui, c'est une grosse différence justement avec Parcoursup parce que du coup, les délais sont quand même très raccourcis et ça permet d'être quand même beaucoup plus serein, surtout quand on aborde le bac, qui est toujours un peu stressant. Alors, je vais maintenant aborder alors, je vous montre donc le schéma. Donc, vous vous rappelez du schéma de Parcoursup tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, c'est tout au long de l'année avec des dispositifs qu'on appelle au fil de l'eau, sur mesure pour vous, et qui vous permettent effectivement d'avoir des résultats quand même assez rapidement et qui vous permettent d'être serein par la suite. Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement d'un système d'éducation qui est très changeant. Le système du bac, vous l'avez vécu ces dernières années. Il est plus que changeant, puisque déjà, il y a eu les épreuves dites de spécialité, que certains n'ont peut-être pas connues, parce que c'est assez récent. C'est maintenant en fin de seconde qu'il faut commencer à faire des choix, donc c'est pas toujours évident en fin de seconde de savoir ce qu'on veut faire, et déjà de faire des choix de spécialité qui vont engager peut-être aussi les poursuites d'études, c'est toujours un peu inquiétant. Et le bac a aussi évolué en fonction de ça. Donc le système de notation, il a été revu ces dernières années, il a encore changé cette année, et on n'est pas à l'abri que entre le mois de janvier et le mois de juin, il y a encore des choses qui changent. Alors aujourd'hui, vous le savez, il y a un système de contrôle continu et des examens finaux. Vous avez connu, l'année dernière, on parlait des E3C, les épreuves de contrôle continu, communes du contrôle continu. Aujourd'hui, elles ont été remplacées par un contrôle continu propre à chacun des lycées. Avant, c'était des épreuves qui étaient communes, qui se passaient dans le lycée, mais qui étaient communes pour tous les lycées. Et là, c'est chaque lycée qui fait ses propres contrôles continus. Alors évidemment, certains vont dire que c'est pas très fair-play parce que le système de notation et d'évaluation d'un lycée à l'autre n'est pas forcément le même. Alors ça pose toujours une vraie problématique. Mais aujourd'hui, il faut savoir quand même que 40% de votre note de bac est évaluée sur le système du contrôle continu. Alors vous voyez que
Le contrôle continu concerne les matières qui figurent en vert foncé, les matières dites obligatoires, et en vert clair, les options, puisque vous avez la possibilité effectivement de prendre quelques épreuves en option, mais qui rentrent effectivement dans l'évaluation du contrôle continu. Reste en examen final, donc les épreuves anticipées de français en fin de première, et puis en terminale, l'épreuve de philosophie, elle, qui reste inamovible, et puis les 2 épreuves de spécialité que vous avez choisies, alors pour certains, pas forcément en seconde, mais en première, ou en terminale selon le cas, et puis la fameuse grande épreuve de l'an dernier, le grand oral du bac, qui est toujours sujet à beaucoup de discussions et dont on va parler maintenant. Alors, c'est la nouvelle épreuve depuis l'an dernier. Beaucoup de lycées n'avaient pas préparé les jeunes comme il le fallait. Donc, je vais vous en dire 2 mots. Sachez qu'on fera un live spécial sur cette épreuve pour vous donner des conseils judicieux pour la préparer dans les meilleures conditions. Le grand oral du bac, alors elle fait peur, mais pourtant c'est une épreuve qui a été créée pour vous, puisque c'est une épreuve sur laquelle vous allez être évalué pour parler de vous. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, certes, elle est rattachée à une des épreuves de spécialité, mais l'épreuve de spécialité, vous l'avez choisie aussi par rapport à votre profil de personnalité et aussi par rapport à votre projet professionnel, et il faut bien l'avoir en tête. Là, vous allez parler de vous. Alors, comment ça se passe? Vous allez arriver dans une salle où il y aura 2 examinateurs. Bien évidemment, un des 2 examinateurs est censé être dans le domaine de spécialité que vous avez choisi. Donc, ça veut dire que quand vous allez arriver avec vos 2 épreuves de spécialité et que vous allez le tendre au jury, le sujet est déjà choisi par avance parce qu'il faut forcément qu'un des intervenants soit compétent en la matière. Et il se déroule en 4 étapes. Donc, une fois que le jury vous aura indiqué le sujet à développer, vous allez partir dans une autre salle pour, alors pas le préparer pendant 20 minutes parce que vous l'avez déjà préparé tout au long de l'année. Vous êtes supposé effectivement arriver en l'ayant déjà préparé, mais ça va vous permettre de remettre vos idées en ordre, d'éventuellement rédiger quelques notes sur un petit support. Ce petit support, vous le donnerez au jury, mais il ne sera pas évalué. Mais même s'il n'est pas évalué, il faudra quand même prendre soin de le rédiger correctement parce que déjà, le jury va avoir une appréciation sur la manière dont vous rédigez, vous présentez un document. Ça peut toujours un peu influencer le jury. Ça dure quand même 20 minutes. Après, vous allez revenir dans la salle, vous allez présenter votre sujet assez rapidement, en 5 minutes. Donc, vous allez rapidement vous présenter et expliquer pourquoi vous avez décidé de développer ce sujet. La partie importante, c'est celle effectivement qui est l'étape numéro 3, c'est la phase d'échange, où là, effectivement, pendant 10 minutes, le jury va peut-être approfondir un des points, soit que vous avez évoqué, soit que vous n'avez pas évoqué. Et l'intérêt des fois, c'est que quand vous présentez votre sujet, c'est peut-être pas trop en dire pour éventuellement qu'ils vous questionnent sur le sujet en question. Donc, il faut un peu leur tendre la perche pour qu'ils vous interrogent un peu là-dessus. Je ne développe pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, on fera des séances très particulières là-dessus. La 4e partie, c'est le projet en lui-même, c'est-à-dire votre projet professionnel. On va vous demander effectivement quel est le lien entre cette épreuve de spécialité et votre projet professionnel, pour peu que vous en ayez un, mais j'espère qu'effectivement vous aurez quand même commencé à y réfléchir. Et pendant 5 minutes, vous allez expliquer effectivement le lien qu'il y a entre les deux et surtout quel a été votre parcours pour effectivement votre projet professionnel. Est-ce que vous avez fait des salons? Est-ce que vous êtes allé rencontrer des écoles sur des journées portes ouvertes? Est-ce que vous avez accédé à des lives ou des conférences d'information comme vous l'avez fait ce soir? Ce n'est pas un jugement de valeur, il faut simplement voir un petit peu comment vous vous y êtes pris pour construire votre projet professionnel. Voilà. L'orientation, donc, elle a commencé ce soir un petit peu avec des conférences d'information, mais sachez qu'au sein du groupe IGS à Lyon, il y a un organisme qui s'appelle le CBIO, qui est très compétent pour vous accompagner sur vos différentes problématiques. Alors, effectivement, ça peut passer par des tests et bilans d'orientation qui vont vous aider à définir votre profil de personnalité, c'est-à-dire effectivement voir, comme je vous le disais tout à l'heure en début de présentation, par rapport à votre profil, quels sont les métiers pour lesquels vous êtes fait? Une fois qu'on aura défini ces métiers-là, quelles sont les formations qui correspondront à votre profil? Voir un peu quels sont vos atouts, quels sont vos points d'amélioration. Et ça, c'est toujours des éléments importants de bien se connaître parce que quand vous allez faire les fameux oraux dans les écoles, ben, ce seront aussi des questions qu'on vous posera. Quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles? Et du coup, on est toujours un petit peu démunis et on ne sait pas comment les présenter. Ça vous donnera un peu des arguments. Après, il y a aussi des ateliers ou des conférences découvertes métiers. C'est effectivement à partir des
tests ou des bilans qui auront été faits, vous avez envie de découvrir des métiers d'une manière plus approfondie, vous avez des spécialistes, des professionnels qui pourront vous accompagner, vous donner des conseils judicieux à travers ces différentes thématiques. Il y aura des lives que nous allons organiser aussi sur Parcoursup, le grand oral du bac, l'entretien de motivation, entretien individuel ou entretien de groupe, vous donner des conseils judicieux de manière un peu plus approfondie. Et puis, chose, je crois, Natacha, que vous proposez aussi qui est intéressante, c'est ces fameuses journées découvertes d'école en vivant l'école de l'intérieur à travers des suivis de modules de cours. Je pense que c'est important, ça. Généralement, à chaque vacances scolaires, vous avez la possibilité d'assister à un cours en particulier ou à une journée complète suivant nos écoles, ce qui vous permet de vraiment vivre la vie de l'école ainsi que le cours et de rencontrer aussi des étudiants qui pourront vous donner des conseils et répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faut pas hésiter à aller le vivre avant de choisir. C'est important. Oui, puis je pense que aussi l'intérêt, c'est de voir qu'effectivement, les cours dispensés par des professionnels, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est beaucoup plus concret que ce que l'on peut voir en théorie sur les bancs, soit des premières et de terminale ou même de l'université. Là, on est avec des professionnels qui effectivement appliquent une pédagogie innovante et qui est très proche de la réalité du terrain. Et le vivre de l'intérieur, je trouve que c'est intéressant et ça permet aussi de découvrir peut-être des matières qui sont un peu nouvelles pour les jeunes. Savoir s'ils vont être faits pour ça ou pas. Tout à fait. Alors, dans les dispositifs, il y a aussi les rencontres que j'ai évoquées tout à l'heure qui sont très importantes. Et je crois, Natacha, que tu nous as proposé déjà des premières rencontres, même si je sais qu'il y en a tout au long de l'année. Alors, effectivement, à l'issue des vacances de fin d'année, nous avons 2 rendez-vous. On sera bien évidemment présent au Salon de l'étudiant de Lyon du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022, qui se déroule à Eurexpo, mais qui est bien sûr accessible en transport en commun. Et surtout, on a notre matinée porte ouverte spéciale orientation et métiers le samedi 15 janvier, où vous aurez la chance de pouvoir retrouver Arnaud en vrai, si vous le souhaitez. Avec grand plaisir, oui. Si vous souhaitez poursuivre les échanges de ce soir, d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Et puis, bien sûr, l'ensemble de nos écoles et centres de formation seront présents. Ce sera aussi le cas sur le salon de l'étudiant. C'est un stand groupe ou ce sera un stand où chacune des écoles sera présente? Sur chaque filière de compétences, effectivement. D'accord. Voilà, je crois qu'il y a une slide. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, pour rendre ça un petit peu plus concret, on a 8 filières de compétences et d'expertise métier, donc qui sont le management et développement des ressources humaines avec l'IGSRH et notre groupe IGS formation continue, puisque les formations sont aussi accessibles pour les adultes en reconversion professionnelle ou en évolution professionnelle, pardon. Donc, vous aussi, vous pouvez venir vous former. Ensuite, sur finance d'entreprise, management et entrepreneuriat, journalisme et communication avec l'ISCPA, gestion administrative, commerce, marketing avec le CFA-CFA, le management des industries de la santé avec l'IMIS, mais ici on est sur plutôt des diplômes post-bac plus 4 pour se spécialiser en Master 2. L'informatique et le numérique avec l'IPI, l'immobilier avec l'IMSI et le management international avec le CEFAM qui est une école partenaire du groupe IGS. Et les cours 100% en anglais, c'est ça? Tout à fait. Il faut avoir déjà un bon niveau d'anglais, mais c'est faisable. Très bien. Alors, donc, si vous souhaitez découvrir ces filières métiers, notamment la journée porte ouverte, elles seront présentes et il y aura également des professionnels métiers que vous pourrez rencontrer pour échanger avec eux sur leur métier. Parce que pour faire le lien avec le début de la conférence, c'est vrai qu'on n'a pas toujours en tête, mais choisir d'abord un métier, c'est toujours plus simple pour ensuite choisir sa formation. Si on sait le métier qu'on veut faire, trouver la formation qui correspond est plus simple, plutôt que d'être noyé dans l'univers des formations et de se demander après quel métier je vais faire. C'est vraiment le conseil de la fin pour ma part.
Je ne sais pas, toi Arnaud, si tu as un conseil de la fin. Ce serait qu'ils viennent nous voir justement à la journée porte ouverte, puisqu'il y aura le CBIO qui sera présent et moi-même pour pouvoir effectivement échanger sur ces problématiques d'orientation et voir comment on peut les accompagner au mieux, parce qu'on a un certain nombre de dispositifs quand même qui sont très intéressants mis à leur disposition. Et puis il y a, comme vous le voyez sur le slide, le site du groupe IGS sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des formations du groupe pour avoir un peu plus d'informations. Vous avez des questions de votre côté? On a pu répondre à l'ensemble des questions que vous posiez. Sinon, ils pourront venir nous rencontrer sur les événements que l'on a cités précédemment. Tout à fait. Et donc, tu parlais du site. À toutes fins utiles, je vous mets également mon adresse email si jamais vous souhaitez m'envoyer des questions ou si vous avez des questions particulières sur certaines filières de compétences. N'hésitez pas à m'envoyer un email et j'y répondrai bien évidemment. Il n'y a donc aucune question, tout le monde est... S'il n'y a pas de questions, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Des bonnes vacances aussi, parce que on ne verra peut-être pas de si tôt, pas avant les vacances en tout cas, et puis de bonnes fêtes de fin d'année. En vous demandant de prendre bien soin de vous, parce qu'on est encore dans une situation un peu compliquée. Tout à fait. Et on a envie de vous voir en forme le 15 janvier. On prenait bien soin de vous et puis belle fin d'année à tous. Merci à tous pour votre présence. Très bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.